Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le Sénat 2017 en ordre de marche. Après la répartition par groupe, on connaît désormais l'attribution des postes clés de la Haute Assemblée, vice-présidence, questeur, composition du bureau. Avant demain, l'attribution des commissions. Le détail dans cette édition. Une relation sexuelle entre une enfant de 11 ans et un homme de 28 ans peut-elle être consentie? La question a créé la polémique après la décision du parquet de Pontoise. Cet acte a été qualifié non pas de viol mais d'atteinte sur mineur. Le débat est à suivre. 3 semaines après le passage d'Irma qui a ravagé une partie des Antilles françaises, la lente reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les élèves retrouvent peu à peu le chemin de l'école, mais la gestion de cet ouragan par l'État est toujours critiquée. On en parle avec mes invités dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat, le multiplex politique et parlementaire. C'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, la situation en Catalogne, le roi d'Espagne, dans un discours d'une fermeté rarement vue, a dénoncé la déloyauté, je cite, des autorités de Barcelone. Aujourd'hui, un débat avait lieu au Parlement européen en urgence. Je vous propose d'écouter Florent Marcellesi, eurodéputé vert. Il était l'invité de notre émission Europe Hebdo. On l'écoute. Ce qui s'est passé dimanche, c'est une honte pour beaucoup d'entre nous. On ne peut pas régler un problème politique juste à coup de police et à coup de justice. Mariano Rajoy réellement a été totalement insensible à la cause. Ça fait plusieurs années déjà qu'on a ce problème. Il ignore totalement ce qui est en train de se passer en Catalogne et il envoie la police régler un problème politique. On a besoin de dialogue maintenant. Et en même temps, on a l'autre côté, on a Puigdemont effectivement, qui continue sa fuite en avant sur l'illégalité. Donc on a vraiment actuellement un double problème, c'est l'incompétence de Rajoy, plus qu'une incompétence, une incapacité de comprendre ce qui se passe en Catalogne et en même temps une fuite en avant du gouvernement catalan. Donc on a vraiment besoin que l'Union européenne arrive et dise voilà, on va vous mettre autour d'une table, il faut dialoguer parce que la seule solution à un conflit politique, c'est la politique, c'est la médiation européenne, parce que là vraiment ça peut très mal finir. Émission à revoir dans son intégralité sur notre antenne aujourd'hui à 18h. Et on va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek avec le sénateur LR de la Manche, Jean Bizet, pour une réaction à cette actualité en Catalogne et au nécessaire dialogue. C'est ce qu'a dit cet après-midi le président de la Commission européenne. Bonjour Jean Bizet. Bonjour. Première question, est-ce qu'une déclaration unilatérale d'indépendance aurait une valeur légale ? A priori non, quand on regarde la constitution espagnole de 1978, ils n'ont pas le pouvoir, même s'ils ont gagné quelques autonomies sur un certain nombre de compétences, ils n'ont pas le pouvoir de se déclarer autonome. Est-ce que le gouvernement central de Madrid peut-il empêcher cette déclaration unilatérale d'indépendance ? À mon avis, je pense qu'ils ne le peuvent pas, mais si vous voulez, je pense que de toute façon, également, aux yeux de l'opinion publique et de l'opinion européenne, cette déclaration n'a pas d'avenir, en quelque sorte. Pour la bonne raison, c'est que j'imagine mal une province, fût-elle de Catalogne, dans l'environnement, je dirais, mondial qui est le nôtre, pouvoir annoncer une telle opération. Il sera complètement isolé. Alors, est-ce que l'Union européenne peut servir de médiateur ? Moi, je le souhaite. Je le souhaite pour la bonne raison, c'est qu'il serait temps que l'Europe s'exprime en la matière et bien faire comprendre précisément à la Catalogne qu'elle n'aura pas d'avenir parce que Bruxelles ne reconnaîtra pas une telle entité. Pour parler plus clairement, vous demandez quoi ? Vous demandez un discours plus ferme de Bruxelles ce soir ? Plus ferme de la part de soit de Mme Mogherini, soit du président du Conseil, tout simplement. Parallèlement au niveau du Sénat, moi j'ai demandé à ce que l'on regarde lorsque la Commission des Affaires européennes du Sénat sera en ordre de marche, c'est-à-dire dans 24 heures très exactement, que l'on puisse créer un binôme pour travailler sur cette question et faire quelques propositions en la matière. Et est-ce qu'une Catalogne indépendante pourrait rester dans l'Union européenne ? Moi, je pense que ce serait un très mauvais signal, si vous voulez. Et moi, je ne le souhaite pas du tout. On a eu ce type de débat il y a quelques années avec l'Écosse. Et on voit bien que l'Écosse n'a pas reçu d'encouragement à juste titre de la part de Bruxelles.
Un mauvais signal parce que le risque serait que cette indépendance fasse tache d'huile au sein de l'Union. Une contagion, et même une contagion de l'autre côté, entre guillemets, de la frontière au niveau des Pyrénées-Orientales. J'imagine mal, même s'il y a de la sympathie de cœur, même s'il y a du catalanisme de terroir, comme l'on dit, et j'imagine mal, si vous voulez, qu'on puisse en arriver à des solutions extrémistes telles que celles que le propose le président de Catalogne. Donc vous appelez à quoi ce soir? Au dialogue avant tout, au dialogue avec Bruxelles? Et puis regardez quand même la réalité en face. Quand M. Carles Puigdemont dit 90% des votants, je dirais, proposent l'indépendance de la Catalogne, il n'y a que 42% des habitants de la Catalogne qui sont allés voter, si vous voulez. Et l'ensemble des Espagnols, sur l'ensemble de l'État espagnol, du territoire espagnol, réfutent cela et ne veulent pas imaginer que l'État espagnol la nation espagnole soit amputée de la Catalogne. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean Bizet d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction en direct. On en vient maintenant à l'actualité au Sénat. Après la répartition par groupe, on connaît à présent la répartition des postes clés. Ils ont été annoncés au début de la séance cet après-midi. Écoutez. L'ordre du jour appelle la désignation des vice-présidents, questeurs et secrétaires du Sénat et la proclamation de la constitution du bureau définitif. Ceci en application de l'article 3 de notre règlement. La liste des candidats à chacune de ces fonctions a été publiée à 12h30. Cette liste n'a fait l'objet d'aucune opposition pendant le délai réglementaire. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame vice-président du Sénat Messieurs Philippe Dallier, Monsieur David Assouline, Madame Valérie Létard, Monsieur Jean-Marc Gabouty, Monsieur Thani Mohamed Soilihi, Madame Catherine Trondeleu, Madame Marie-Noëlle Lienemann, Monsieur Vincent Delahaye. Je proclame questeur du Sénat Monsieur Rémy Pointreau, Monsieur Bernard Lalande, Monsieur Vincent Capo-Canelas. Oui, vous pouvez les applaudir. Et Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam, on vient d'entendre Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a été réélu dimanche. On connaît également la composition du bureau. Et oui, 26 membres issus de tous les groupes politiques et présidés par Gérard Larcher. C'est une instance importante au Sénat, ce bureau, car il prend toutes les décisions qui ont trait au fonctionnement de l'institution. Ils peuvent par exemple voter pour lever l'immunité parlementaire d'un sénateur si besoin. Le bureau, il est composé de 8 vice-présidents, de 3 questeurs et de 14 secrétaires. Alors, dans le détail, on va commencer avec les 8 vice-présidents. Ils viennent des 5 groupes politiques les plus nombreux. Et oui, on va commencer par le groupe des Républicains. Eh bien, ce sont Philippe Dallier, sénateur de la Seine-Saint-Denis, et Catherine Troenlé, sénatrice du Haut-Rhin, qui ont été présentés par leur groupe et on l'a entendu, qui ont donc été nommés. Au niveau du groupe UC, du groupe de l'Union centriste, eh bien, ce sont Valérie Létard, sénatrice du Nord, ancienne ministre, et Vincent Delahaye, sénateur de l'Essonne, qui deviennent vice-présidents. Et puis pour les socialistes, eh bien, ce sont 2 Parisiens qui ont été adoubés. Il s'agit de Marie-Noëlle Lienemann et de David Assouline, des représentants plutôt de l'aile gauche du groupe socialiste, pas du tout le même esprit que Didier Guillaume. On a cherché à équilibrer au sein du groupe. Alors pour le groupe de la République en marche, eh bien c'est un sénateur de l'Outre-mer qui a été choisi, sénateur de Mayotte, Thani Mohamed Soilihi, un ancien socialiste d'ailleurs. Et enfin au niveau du groupe RDSE, eh bien c'est Jean-Marc Gabouty qui a lui été choisi. Jean-Marc Gabouty qui vient de rejoindre le groupe RDSE et qui est issu du Parti radical valoisien. Est-ce qu'on connaît également les questeurs? On sait que ce sont eux qui tiennent les cordons de la bourse ici au Sénat. Effectivement, ils vont avoir un pouvoir financier spécial au sein du Sénat. Eh bien, il va y avoir Rémy Pointreau, sénateur LR qui est du Cher, également Vincent Capo-Canelas, sénateur centriste de Seine-Saint-Denis, et Bernard Lalande, sénateur socialiste de la Charente-Maritime. Et on revient sur la composition des groupes politiques du Sénat telle qu'elle a été transmise officiellement hier.
Oui, effectivement, on connaît enfin les chiffres exacts. On va aller voir dans un instant. Eh bien, sachez que le groupe le plus important reste sans surprise le groupe des Républicains avec 145 membres. Mais attention, ils seront bientôt 148 parce qu'il va y avoir 3 élections partielles pour remplacer 3 démissionnaires, François Baroin, Henri Derincourt et Jean-Pierre Raffarin. Ensuite, par ordre d'importance numérique, le groupe socialiste, lui, compte 78 membres. Il reste présidé par Didier Guillaume. Il y a ensuite le groupe de la République En Marche, présidé par François Patria, avec seulement 21 membres. Le groupe RDSE est lui plus important qu'on l'imaginait il y a encore quelques jours. Il compte également 21 membres, avec des radicaux de gauche, des radicaux valloisiens et même certains écologistes. Le groupe communiste, lui, compte désormais 15 membres. Il devient d'ailleurs le groupe communiste et écologiste, avec Esther Benbassa et Guillaume Gontard qui ont rejoint ses rangs. Le groupe des indépendants, lui, compte 11 membres. C'est le groupe qui a été tout nouvellement créé ce lundi. Ce sont les Constructifs du Sénat, présidés par Claude Malhuret. Et puis sachez qu'il y a encore 5 non-inscrits, parmi lesquels les 2 sénateurs Front National, Stéphane Ravier, que l'on connaît déjà, et Claudine Kaufmann, qui vient remplacer David Racheline, qui préfère rester, lui, maire de Fréjus. Sans oublier les centristes au nombre de 49. Tam, merci pour toutes ces précisions. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek pour une nouvelle réaction à cette nouvelle composition du Sénat. À vos côtés, le sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, André Gattolin. Bonjour André Gattolin. Bonjour. On connaît maintenant la composition finale des groupes politiques au Sénat. En Marche va donc compter 21 sénateurs. 21, c'est bien sûr nettement moins que vos objectifs. La faute à qui ? Oh, la faute un peu à tout le monde. Peut-être qu'on était un peu optimiste sur cette élection, qui est une élection qui n'est pas facile, puisque elle est fondée sur un corps électoral qui date de 2014, une période où En Marche n'existait pas. On a eu une procédure aussi de désignation qui était très longue, ce qui fait que moi j'ai souvenir ma première élection en 2011, j'ai commencé en janvier pour être élu en septembre. Donc c'est quand même compliqué d'aller sur le terrain au mois d'août et au mois de septembre pour être élu le 24 septembre. Bon, après, il y a aussi un raidissement des forces politiques, c'est ça la principale chose, c'est-à-dire on se rejoue le match. Quelque part, temporellement, l'élection sénatoriale vient après la présidentielle et après la législative, mais en réalité, c'est une élection d'avant la présidentielle, et donc les formations se seront retrouvées entre elles. André Gattolin, quand vous voyez certains se faire élire avec une étiquette En Marche, puis ensuite rejoindre d'autres groupes, c'est ce qui arrive ces derniers jours, est-ce que vous n'en tirez pas une certaine aigreur, une certaine rancœur, j'allais dire ? Oui, parce que des gens comme moi, j'ai fait le passage pas évident à En Marche, et je suis resté loyal à En Marche. J'aurais pu dire, il y a un groupe écologiste et de gauche qui se crée. J'aurais très bien pu me dire, tiens, finalement, dans ce groupe, je vais demander une vice-présidence du Sénat, et j'y vais. Je n'ai pas joué ce jeu-là. Je pense qu'il y a une part d'opportunisme, il y a une part de confusion aussi, je pense, de la part de certaines personnes. Et puis, il y a toujours au Sénat, c'est une élection généralement à un tour, mais il y a toujours un deuxième tour qui sont les tractations, et cette maison est encore très forte dans la politique du vieux monde. Alors, le président du Sénat, Gérard Larcher, entend incarner une opposition exigeante, ce sont ses termes. Est-ce que ça va donc être une opposition frontale avec En Marche ? En tous les cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une volonté aujourd'hui de grande ouverture. Il y a la volonté d'avoir une majorité sénatoriale. Moi, je dis, notre ouverture, elle sera à la hauteur, sur la majorité présidentielle, à la hauteur de l'ouverture de la majorité sénatoriale. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas présenté 2 candidats hier, parce que ça aurait été un candidat symbolique, et en même temps, nous n'avons pas pris part au vote. Nous sommes abstenus, ou nous avons voté blanc, ou nous n'avons pas pris part au vote, simplement pour dire, nous sommes dans une sympathie constructive. Nous attendons de voir comment le président du Sénat va vouloir réellement essayer de faire fonctionner les institutions plutôt que de les bloquer. Un dernier mot, André Gattolin, sur l'écologie politique. Oui. Votre premier mandat, vous faisiez partie bien sûr du groupe écologiste ici au Sénat. Aujourd'hui, ce groupe n'existe plus. En Allemagne, les Verts, eux, ont obtenu 60 sièges aux dernières élections. Est-ce que ça veut dire que l'écologie politique, elle est morte en France ? En France, elle est à reconstruire, elle est à recomposer. La nature
candidature des Verts allemands, ils n'ont pas fait un gros score, hein, ils ont fait moins de 9%, ce qui pour eux n'est pas un gros score, c'est un des scores les plus faibles de leur histoire des 20 dernières années, mais ils ont un système proportionnel, mais ils ont aussi l'intelligence d'être dans les Länder, dans des majorités tantôt avec les chrétiens démocrates, tantôt avec les socialistes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de l'écologie une chose qui appartiendrait à la gauche. C'est et à la gauche et à la droite, ce qui leur permet de couvrir davantage. C'est ce qu'il faut faire aussi en France. J'en suis totalement persuadé. Très bien, merci beaucoup. Merci André Gattolin d'avoir répondu à la question. Merci. Merci. Merci à vous, Savérien, pour cette nouvelle réaction. Alors, le Sénat est donc maintenant en ordre de marche. Il faut dire que le calendrier législatif est déjà chargé. Le détail tout de suite avec Sandra Cerquera. 2 temps forts vont rythmer cette rentrée sénatoriale. Le 9 octobre prochain aura lieu la commission mixte paritaire sur le projet de loi antiterroriste, afin de tenter de mettre au point un texte commun aux 2 chambres. Une lecture en séance du texte est prévue le 18 octobre au Sénat pour son adoption définitive en cas d'accord. Le gouvernement souhaite que ce projet de loi soit définitivement adopté par le Parlement à la mi-octobre, avant le début du marathon budgétaire. Un marathon qui débute le 13 novembre avec une semaine d'examen pour le PLFSS, le budget de la sécurité sociale, dont le vote solennel aura lieu le 21 novembre. Puis, à partir du 23 novembre, arrive le projet de loi de finances. Et là, plus de 2 semaines d'examen sont prévues, avec un scrutin public le 12 décembre. Début novembre également, le projet de loi Hulot sur la fin de la production d'hydrocarbures, déjà adopté par l'Assemblée nationale, sera discuté au Sénat. Enfin, la ratification définitive des ordonnances de la loi Travail devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Et vous venez de l'entendre, un des premiers rendez-vous pour le Sénat sera donc la commission mixte paritaire sur le projet de loi de lutte contre le terrorisme. Le texte adopté hier par les députés avait déjà été voté par le Sénat en juillet. Un compromis semble difficile entre les 2 chambres. Explication Fabien Recker. La loi antiterroriste adoptée par les députés dans une version conforme aux souhaits de l'exécutif. Au nom de la préservation des libertés publiques, le Sénat avait restreint le texte du gouvernement en première lecture, des réserves dont les députés n'ont pas tenu compte. Sur plusieurs sujets, il y a eu des reculs. Et qu'on ne nous dise pas que ce texte combat le terrorisme, puisque ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est sous état d'urgence, et que ce n'est pas pour ça que nous sommes complètement protégés. Parmi les points de désaccord entre les 2 chambres, la fréquence des pointages auprès des autorités pour les personnes assignées à résidence. Ramenée à 3 par semaine par les sénateurs, les députés ont rétabli le rythme d'1 pointage par jour voulu par Gérard Collomb. L'obligation ensuite pour les personnes soumises à assignation de remettre leurs identifiants numériques sur les réseaux sociaux. Les sénateurs y voient un risque d'inconstitutionnalité. La fermeture des lieux de culte, enfin, sur la base des propos, idées et théories qui y seraient véhiculés, des motifs jugés trop imprécis par les sénateurs, mais approuvés dans la version votée par les députés. On peut s'interroger sur ce point quant à la validité juridique d'une rédaction trop large. Donc nous aurons aussi là-dessus, je pense, des points de convergence. Il faut qu'on trouve le moyen de rédiger les choses de façon, je pense, consensuelle. La commission mixte paritaire se réunira le 9 octobre. Si députés et sénateurs ne parviennent pas à un compromis, le texte fera l'objet d'une nouvelle lecture dans chaque chambre. À 11 ans, peut-on avoir une relation sexuelle consentie avec un homme de 28 ans? La décision du tribunal de Pontoise fin septembre, qui avait à répondre à cette question, a créé la polémique. Le parquet a en effet rejeté la qualification de viol. Alors avant d'en débattre avec mes invités, retour sur cette affaire avec Cécile Sixou. C'est une décision de justice qui a surpris et choqué. Sarah, 11 ans, qui a eu un rapport sexuel avec un jeune homme de 28 ans, contre son gré mais sans manifester d'opposition, n'a pas été violée, mais victime d'une atteinte sexuelle. En d'autres termes, la justice a considéré que la jeune fille était consentante. Si cette décision heurte la morale, elle est parfaitement légale, car pour la loi, il y a atteinte sexuelle pour toute relation avec mineur de moins de 15 ans. En revanche, il n'y a pas de critère d'âge pour le viol. Il faut juste que l'acte sexuel ait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Un vide juridique que compte combler la sénatrice Laurence Cohen. Elle propose une loi qui fixerait l'âge du consentement à 13 ans ou 15 ans. Et on
on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurence Rossignol, bonjour. Merci d'être avec nous, sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. J'accueille également Laurence Cohen, bonjour, sénatrice communiste du Val-de-Marne. On vient de l'entendre, vous allez déposer dans les prochains jours une proposition de loi pour protéger les victimes mineures de viol et éviter la notion de consentement. J'accueille également sur ce plateau Violaine Guérin, bonjour, vous êtes gynécologue, endocrinologue, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles. Et j'accueille Jackie Coulon, bonjour, merci d'être avec nous, secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats. Première question pour vous, d'ailleurs, Jackie Coulon. Comment peut-on expliquer cette décision de justice qui a considéré finalement que les faits commis par l'agresseur, je rappelle âgé de 28 ans, relèvent plus de l'atteinte sexuelle, un délit passible de la correctionnelle, et non pas du viol? Le critère principal pour distinguer les agressions sexuelles et le viol d'une part et les atteintes sexuelles d'autre part est l'élément de contrainte. Contrainte, comme l'indiquait à l'instant le sujet, contrainte, menace, violence ou surprise. Il est vrai que la contrainte peut être morale ou physique, mais si l'un de ces éléments manque, il n'est pas possible de retenir la qualification d'agression sexuelle ou de viol. La différence entre l'agression sexuelle et le viol étant, d'une part, pour le viol, une pénétration sexuelle et pour l'agression sexuelle, un acte sexuel, un attouchement sexuel sans pénétration. Donc, l'élément essentiel dans le dispositif juridique actuel, c'est le plus souvent, c'est contrainte, violence, menace ou surprise. En l'occurrence, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de contrainte, en tout cas pas d'éléments pouvant établir la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Et dans ce cas, lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans, donc ça peut constituer une atteinte sexuelle qui est punie d'une peine de 5 années d'emprisonnement. Et d'ailleurs, il y a une possibilité pour une atteinte sexuelle sur un mineur entre 15 et 18 ans lorsque les faits ont été commis par un ascendant ou par personne ayant autorité sur la victime. Donc le critère essentiel, c'est de savoir s'il y a eu contrainte, menace, violence ou surprise pour distinguer le fait de viol de l'atteinte sexuelle qui est un délit. Pourtant, Laurence Rossignol, d'autres pays européens sont beaucoup plus sévères sur cette notion de consentement. Elle est complètement bannie chez nos voisins européens, en deçà parfois de l'âge de 15 ans. Oui, mais parce que moi, je ne veux pas faire un rose sur les juges qui ont prononcé cette décision. Ils l'ont fait, effectivement, leur décision est conforme au Code pénal. Mais ce que le Code pénal ignore, pour le moment encore, c'est l'évolution de la connaissance sur la question de la contrainte physique, morale, des victimes d'agressions sexuelles ou de viol. Et en particulier, ce que le Code pénal ignore, c'est la sidération. La sidération qui tout le temps revient. C'est-à-dire qu'on entend souvent, là on est sur le cas, on a deux sujets, c'est le cas de la minorité, mais il y a aussi le sujet du viol, de la qualification de viol en général. Dans la qualification de viol en général, on entend souvent dire, mais la victime, en fin de compte, ne s'est pas défendue. Voilà. Et le fait que la victime ne s'est pas défendue vaut présomption de consentement. Or, ce que l'on sait, parce qu'on a travaillé sur des sujets qui n'intéressaient, avant les féministes, ces sujets n'intéressaient personne, disons-le clairement, où ils faisaient partie de la culture globale du viol dans laquelle on évolue depuis des centaines d'années. Et maintenant, on sait qu'on a identifié dans le comportement des victimes ce qu'on appelle la sidération, c'est-à-dire que la victime est paralysée par la contrainte morale, psychologique qu'exerce sur elle l'agresseur. Et donc, il faut que le Code pénal prennent aussi ça en compte à l'avenir. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on ne mette pas une présomption quasi irréfragable de non-consentement lorsqu'il s'agit d'un enfant. Voilà, une petite fille de 11 ans, c'est une enfant. Donc, la question de son consentement n'est même pas discutable. Voilà, le Code pénal pour le moment, on ne la prend pas en compte. Il faut la prendre en compte. Laurence Cohen a dit qu'elle ferait une proposition de loi. J'en ferai une aussi. Peut-être on en fera une toutes les deux. Ou du moins, on s'arrangera pour que la première qui arrive à passer dans la niche parlementaire soit soutenue par l'autre. On pourra peut-être essayer de faire niche commune pour une proposition de loi de ce type. Mais il est indispensable, parce que ce n'est pas qu'un sujet de code pénal, c'est un sujet global de protection de l'enfance et aussi, comme toujours avec le droit pénal, il y a un effet, bien entendu, de l'efficacité pénale, mais il y a aussi le message qui est lancé à la société. Ce que l'on dit
à la société. Non, un adulte ne peut pas avoir de relation sexuelle avec un enfant. Si c'est le cas, c'est un viol et le non-consentement doit être présumé. Laurence Cohen, pourquoi faut-il ce type d'affaires pour qu'on se rende compte qu'il y a une sorte de vide juridique? Écoutez, parce qu'effectivement, là, il en a été beaucoup question. Malheureusement, je crois que ce qui est très important de souligner, c'est qu'il n'y a pas de protection réelle des victimes. Que ce soit d'ailleurs des enfants, que ce soit les femmes d'une manière générale. Et sur le viol notamment, il y a une culture dans notre société, une culture du viol qui fait que de toute façon, quelque part, la victime soit avait provoqué, soit avait consenti. Et c'est extrêmement grave. Pourquoi c'est grave? D'abord parce que, ne serait-ce que déjà poser la question qu'une enfant de 11 ans puisse suivre quelqu'un de 28 ans sans être du tout sous l'emprise quelconque de cet adulte, ne pas entendre sa parole. Moi, j'ai été extrêmement frappée quand Laurence Rossignol parle de sidération. Il y a eu des travaux extrêmement importants qui ont été faits ces dernières années. Je pense à Muriel Salmona qui a vraiment des études très détaillées. La sidération, ça veut dire qu'à un moment, il y a sidération et dissociation. Bon. Et donc, à partir de là, cet enfant de 11 ans, elle ne pouvait pas dire ces mots, sidération, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à sa maman? Elle a dit « j'étais comme un automate ». Eh ben, je trouve que cette phrase « j'étais comme un automate » résume vraiment bien ce qu'elle a dû vivre. Et le fait que la justice, donc même s'il y a un vide dans le code pénal, c'est à nous, législateurs, de le combler. Mais je trouve qu'il y a double violence. Elle subit donc cette violence d'un homme de 28 ans, qui pour moi est un criminel. Il a violé. Et elle subit le fait qu'on lui dise que finalement, elle était consentante. Donc on n'écoute pas sa parole, on n'entend pas sa parole. Et quand je dis qu'il y a des traumatismes psychologiques graves, il y a aussi des conséquences physiques sur les enfants, les personnes qui sont victimes de ces viols. Donc c'est très très important d'avoir une loi. Et je finirai juste par un mot. Moi, je suis très contente que, quelles que soient nos familles politiques, il y ait plusieurs propositions de loi qui soient faites sur le sujet, parce que comme ça, on aura des chances d'aboutir dans l'intérêt des victimes. Et c'est pour moi le plus important. Juste un mot avant juste un mot pour dire qu'on va faire des propositions de loi, mais on sait que le temps d'initiative du Parlement et du Sénat est relativement bref. Moi, j'appelle d'abord la garde des Sceaux à se saisir du sujet et à déposer elle-même un projet de loi ou à demander l'inscription de nos propositions de loi. C'est à la garde des Sceaux aussi de prendre l'initiative sur ces questions. Violaine Guérin, est-ce que vous pensez qu'une modification de la loi telle que la proposent les deux sénatrices sur ce plateau sera suffisamment protectrice avec ce seuil, cette limite de non-consentement à 13 ou 15 ans? C'est important de le poser dans la loi. Il faut dire que quand même, de façon générale et assez souvent, les magistrats et les avocats considèrent tout ce que vous avez dit et on n'est pas toujours dans ce type de situation. Donc là, on est sur une situation particulière et on est interpellé effectivement par cette situation, mais c'est quand même mieux quand c'est écrit. Et par exemple, les Canadiens qui sont très en avance sur le sujet de la violence sexuelle n'avaient pas dans leur code pénal il y a quelques années cette notion de consentement et elle est tellement importante qu'ils l'ont vraiment écrite ces dernières années. Donc c'est fondamental qu'on fasse également cela. Et puis effectivement, avec le recul, on s'aperçoit que le corps parle, que des pathologies même somatiques sont des conséquences de ces violences sexuelles, pas seulement des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Donc il est urgent que la société prenne conscience de la gravité de toutes ces violences et des conséquences qu'elles engendrent. Et effectivement aussi de ne pas se retrancher, parce que souvent on entend des débats sur la baisse de l'âge des premières règles. Et il faut prendre en conscience qu'il y a quelques années, quand on n'était pas sous tous les perturbateurs endocriniens et certaines évolutions de la société, qu'en Europe, l'âge des premières règles était à 17 ans. Donc aujourd'hui, on fait un amalgame entre la baisse aussi de cette puberté et la possibilité de consentir à des violences, à des rapports sexuels, ce qui n'est pas juste. Jackie Coulon, que disent les magistrats? Est-ce qu'ils s'en demandent d'une clarification de la loi, justement, de faire comme nos voisins européens, d'avoir ce seuil de non-consentement à 15 ans? Ça faciliterait peut-être la lecture de la loi, de l'analyse des juges? Il est vrai qu'effectivement, des législations étrangères ont fixé un seuil pour le consentement. Ça n'a pas été le choix du 16 ans législateur. en Angleterre, par exemple. Ça n'a pas été le choix du législateur français jusqu'alors.
Mais je dois dire que s'il y avait un seuil qui était fixé par la loi, évidemment, ce serait appliqué par les magistrats qui appliquent la loi. Et ce serait plus facile aussi d'appliquer, puisqu'il y aurait un seuil ou un plafond, comme on voudra, à partir duquel il ne pourra pas y avoir de contestation sur ce point. Donc nous n'avons pas, nous, d'opposition à cette... Si je peux me permettre, les magistrats ont fixé le seuil, puisqu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui fixe à 5 ans le seuil du non-consentement. Je pense que le seuil est bas. 5 ans. Voilà, mais les magistrats voilà, la Cour de cassation a considéré qu'en deçà de 5 ans, il y avait une présomption de non-consentement. Je crois qu'il faut qu'on ait une discussion sur l'âge retenu par la Cour de cassation, mais nous, Parlement, nous, législateurs, nous prenons nos responsabilités. Moi, j'attends pas des magistrats qui fassent à notre place le travail législatif. Pour autant, quand il y a déjà une décision de la Cour de cassation, ça aide pour continuer. Jackie Coulon aussi. Pourquoi la différence d'âge aussi dans ce cas n'a pas forcément présumé de la contrainte ? Alors là, n'ayant pas connaissance des éléments du dossier, ni même des arguments qui ont pu être échangés, puisque d'après ce que je sais, il avait été soulevé l'incompétence du tribunal par les parties civiles en invoquant l'absence de consentement fondé sur l'âge. Je dois dire que je n'ai pas assisté au débat, je n'ai pas eu accès au dossier et je ne sais pas quels sont les éléments qui ont été déterminants. Ce que je constate, ce que j'en conclus, c'est que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour dire qu'il y avait des actes de contrainte de la part de l'auteur sur la victime. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que le code pénal et le juge pénal se placent d'abord dans l'optique de ce qu'a voulu et ressenti l'auteur. L'auteur doit avoir conscience de l'absence de consentement de la victime, ce qui pose toute la difficulté de l'état de sidération dont vous parliez. Alors, lorsque c'est une enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, à mon sens, il n'y a pas à discuter s'il y avait consentement ou pas. Mais quand on se trouve avec une plaignante qui est adulte et qui peut aussi avoir cet état de sidération, eh bien, la discussion peut porter non seulement sur le fait que la victime n'était pas consentante, parce qu'elle se sent véritablement violée parce qu'elle n'était pas consentante, mais il faut aussi que l'auteur ait, lui, conscience de l'absence de consentement, et il faut qu'il ait la conscience qu'il commet un acte de contrainte morale, et cet élément doit être discuté, prouvé, en l'état actuel du droit, en tout cas. On parlait tout à l'heure de la législation canadienne. Effectivement, au Canada, la législation n'est pas la même qu'en France, et c'est pratiquement à la personne qui est poursuivie de prouver que la victime n'était pas consentante. Ce qui n'est pas tout à fait le même schéma. Laurence Cohen, Oui, moi je veux insister sur ce qu'on vient d'entendre, donc qui reste dans le cadre évidemment de la loi. Mais c'est quand même extrêmement choquant, et c'est pourquoi il faut modifier la loi, d'entendre que finalement quelqu'un de 28 ans n'aurait eu aucune ascendance sur cet enfant de 11 ans. Nier que cette petite fille ait pu avoir peur, ait été même terrorisée, et penser qu'il faille réfléchir à un consentement ou un non-consentement d'un acte sexuel. Mais là, on est sur un viol. Or, les victimes de viol, quel que soit leur âge, elles sont toutes en état de sidération et de terreur. Et c'est lourd de conséquences, parce que quand elles arrivent à porter plainte, et il y en a très peu qui arrivent à porter plainte, quand elles sont entendues dans les commissariats, elles ont une attitude tellement de distanciation que bien souvent c'est interprété comme finalement c'est pas si grave que ça, il n'y a pas tellement de conséquences, on les voit pas, elle a l'air d'être indifférente. Et il n'y a pas une réflexion sur le fait que, vu le choc qu'elle a subi, elle a cette attitude-là. C'est pourquoi c'est extrêmement important à la fois de modifier la loi, à la fois de poursuivre, d'améliorer, d'amplifier les formations au niveau des policiers, mais au niveau des magistrats. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Et puis, je crois aussi que c'est extrêmement important d'arrêter de déqualifier les viols. Pour moi, comme pour les associations féministes, comme pour beaucoup, eh bien, un viol doit passer en cour d'assises. Et donc, à partir de là, parce qu'on donne quand même un signal à l'auteur. Là, le signal qu'on donne, il a 28 ans, il a violé quelqu'un de 11 ans, finalement,
c'est pas grave. Et donc, il y aura d'autres prédateurs qui se frotteront les mains devant une telle sentence. C'est fondamental clémente. pour qu'on y voit clair, effectivement, qu'un viol doit être jugé aux assises parce que ça entraîne une confusion dans les chiffres, etc. Mais d'autre part, il faut aussi qu'on fasse un gros travail dans ce pays par rapport à la sexualité. Parce que nos enfants reçoivent de la pornographie en permanence, on a des jeux vidéo où on gagne des vies si on viole une femme, par exemple. Donc, on a aussi cette notion de consentement. Ça rejoint cette culture du viol qu'évoquait Laurence Rossignol. Moi, j'aime pas le mot culture du viol, mais j'aurais pas le temps dans l'émission d'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, c'est d'être dans le respect. C'est très important et il y a une confusion aujourd'hui chez nos jeunes parce que par exemple quand je reçois des jeunes femmes en consultation, des jeunes filles, aujourd'hui ça peut leur paraître banal d'avoir des rapports avec 2 hommes à la fois après avoir pris un contact sur Facebook et ça c'est pas ça la sexualité. Donc il y a une confusion entre la pornographie et beaucoup d'autres attitudes et je pense qu'il faut vraiment mettre en place toute cette prévention, réexplication, même aux adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas ce que c'est qu'une sexualité épanouie, non violente. Donc là, on a un gros travail à faire également, et autour du consentement, là encore, et du respect. Alors, Rossignol, je voudrais également vous entendre sur l'erreur sur l'âge du mineur qui parfois peut-être cause d'exonération. Là aussi, il faut peut-être réévaluer la loi, c'est-à-dire... l'auteur ? Oui, l'auteur a estimé peut-être qu'elle n'avait pas 11 ans, qu'elle était plus âgée. Ah oui, pas l'âge de l'auteur, l'âge de la victime. La perception. La perception par l'auteur. Comment dire, quand c'est une histoire qui se joue entre 15 et 16 ans et demi, on peut encore entendre ça. Quand il s'agit d'une petite fille de 11 ans, c'est inaudible. Voilà, ce n'est pas recevable. C'est pourtant l'argument c'est l'argument de l'avocat, mais l'avocat est là pour défendre son client et pour essayer de lui épargner le plus possible de peine. Donc ce n'est pas parce que l'avocat le dit que c'est vrai. Mais voilà, ceci dit, ce n'est pas acceptable. Mais on est plus globalement, et ce que vous disiez, Violaine, à un instant, est très important. C'est un problème d'abord pour moi de protection de l'enfance. Et ça doit être relié avec les questions, par exemple, d'accès des enfants à la pornographie. Moi, j'avais engagé un travail sur la période où j'étais ministre, chargée de l'enfance, pour protéger les enfants d'un accès précoce aux sites pornographiques. Ce qui aujourd'hui est un vrai problème, parce qu'on a des gamins de 10-11 ans qui pensent que la sexualité, c'est ce qu'ils ont vu sur Internet. Et quand on sait par ailleurs que la pornographie sur Internet est de plus en plus trash, violente, extrême, pour ce que vous évoquez, ce que vous disiez il y a un instant, il est nécessaire. C'est pas compliqué, hein, je dis simplement. Comment on protège les enfants? Moi, j'avais trouvé, il faut juste une discussion un peu serrée avec les opérateurs. Il faut que le contrôle parental soit installé par défaut, a priori, sur tous les terminaux. Ça va pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Et puis après, les parents doivent rentrer un code pour enlever le contrôle parental. Il y aura forcément, ça ne sera pas du 100% de réussite, mais c'est toujours mieux qu'aujourd'hui où les parents n'installent pas le contrôle parental parce qu'ils doivent faire la démarche. Les opérateurs peuvent le faire et il suffit d'être un peu ferme avec eux pour leur demander de le faire. Voilà, ils le savent. Donc moi j'attends aussi, j'ai un tout petit souci en ce moment, c'est quelle est la position du gouvernement, quel est l'engagement du nouveau gouvernement sur les sujets de protection de l'enfance que j'ai portés, qui sont des sujets vastes. Alors qu'on va revoir les chiffres, hein, si vous voulez bien, Laurence Rossignol. En 2016, il y a eu 16 000 plaintes pour viol, dont 8 000 sur mineurs. On va voir ça tout de suite. C'est un phénomène qui s'amplifie, en fait, Laurence Rossignol. Alors on verra peut-être les chiffres tout à l'heure. 16 000 plaintes pour viol de mineurs. On ne sait jamais. Sur ces sujets-là, on ne sait jamais si ce qui s'amplifie, c'est la dénonciation ou c'est la commission, ou ce sont les faits. J'ai tendance à penser que ce qui s'amplifie, c'est la dénonciation. C'est-à-dire que plus on en parle, plus on libère la parole et plus les victimes portent plainte et sont aidées à porter plainte. Le problème, pardonnez-moi, il n'est pas simplement dans ces chiffres-là, il est dans le taux d'affaires qui se termine par une condamnation pénale. Et là, je crois qu'on est... Si ma mémoire est bonne, les statistiques sont 10% des faits donnent lieu à des plaintes et 10% des plaintes donnent lieu à une condamnation. Parce qu'il y a un sujet dont il faut qu'on discute un jour sérieusement. Est-ce que la justice pénale a pour fonction de punir l'auteur ou de réparer la victime? Et on n'est pas clair. On est dans l'ambiguïté encore là-dessus. Et je sais que le monde du pénal est réticent
à ce que son rôle soit un rôle de réparation, et il s'en tient. Votre réponse sur ce point soulevé par Laurence Rossignol, les deux, on a envie de dire certainement. Exactement. Oui. Exactement. Les deux. D'abord, au premier chef, le rôle du juge pénal est de punir l'auteur des faits qui a commis des faits contraires à la loi. Et la législation française a ça de bien, parce que pour le coup, c'est pas le cas de toutes les législations en Europe. C'est la possibilité de se constituer partie civile, de demander réparation de son préjudice, d'insister sur le préjudice qui a été causé, ce qui peut être aussi l'occasion d'interpeller l'auteur sur les conséquences des faits qu'il a commis, parce qu'il n'en a pas toujours une conséquence aussi accrue que ce qui devrait être le cas. Et puis ensuite, donc, le juge pénal accorde alors des dommages-intérêts. Alors forcément, c'est de l'argent, et le préjudice est tel que finalement, c'est pas de l'argent qui va réparer le préjudice. Moi, je voudrais quand même dire que sur les 10% dont il était question, il y en a 60 à 70% qui sont classés sans suite. Et il y en a 15 à 20% qui sont déqualifiés. Donc on voit bien là qu'il y a un problème de fond, où effectivement on ne reconnaît pas à une victime de viol d'avoir été violée. Et là, je parle de toute victime de viol, que ce soit enfant ou femme. Donc on est là dans des chiffres qui sont extrêmement importants. Et vous voyez, on est quand même... Moi, je trouve qu'on peut discuter, on peut ouvrir à d'autres sujets. La pornographie, ça concerne effectivement, il faut protéger les enfants, les ados, etc. Mais les adultes, ils vont aussi largement, et ça leur entraîne aussi une certaine conception des choses. Mais c'est surtout qu'on est quand même dans une société où finalement, la femme, la petite fille, ce sont des objets. Et à partir de là, eh bien, vous voyez, finalement, est-ce que quelque part, elle n'en avait pas envie? Et ça, je crois que, en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais qu'on ait aussi comme débat, et que ces propositions diverses de loi puissent aller jusqu'au bout des choses. Une victime de viol doit être protégée, et encore plus quand elle est mineure. Oui. Violaine Guérin, pardon. Alors, Violaine Guérin, moi, je voudrais insister sur le problème des chiffres que vous donnez, parce qu'il faut rappeler que le Conseil de l'Europe a rappelé qu'un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en Europe. En France, on minimise en permanence les faits, les statistiques, on n'interroge jamais les mineurs sur le sujet des violences sexuelles, et même les études publiées régulièrement par le ministère de l'Intérieur, par exemple, ne concernent que les adultes. On interroge les cohortes 18 ans, ou maintenant c'est 20 ans, 65 ans ou 69 ans, et on occulte complètement la parole des enfants. Donc il faut réaliser qu'on est dans des ampleurs bien plus importantes. Et en matière de chiffres, je voudrais aussi préciser qu'en étant à 15 ans... Voilà, on voit le chiffre. En étant à 15 ans sur la majorité sexuelle en France, on est déjà en dessous de la majorité des pays européens, des pays anglo-saxons qui s'attaquent au sujet, puisque la moyenne, elle est déjà à 16 ans. Oui, voilà, donc c'est important de réaliser ça aussi. Alors, on connaît les chiffres d'atteinte sexuelle sur les mineurs par le biais des grandes enquêtes en VEF, et puis celle qui est en cours en ce moment, dont le nom m'échappe à cet instant, parce qu'on pose la question à des majeurs du moment où ils ont subi des atteintes sexuelles. Et c'est là qu'on voit surgir les atteintes sexuelles sur les mineurs. Par rapport à ce que disait Laurence Cohen il y a un instant, je veux juste dire, il y a une dimension effectivement patriarcale, domination masculine sur les femmes incontestable, mais je souhaite qu'on parle aussi des petits garçons. Parce qu'il n'y a pas que les petites filles qui sont victimes de violences sexuelles, les petits garçons sont aussi victimes de violences sexuelles. Et d'un certain point de vue, en ce qui concerne leur consentement, il est moins supposé que pour les petites filles. Voilà, ils ont peut-être mais ils sont encore moins crus d'un certain point de vue, les petits garçons, sur les violences sexuelles. Mais il faut toujours avoir en tête qu'en ce qui concerne les enfants, c'est filles et garçons qui sont victimes de violences sexuelles, et avec des ravages psychologiques et physiologiques durables. Oui, et il faut préciser que chez les enfants, il y a des auteurs hommes et des auteurs femmes aussi de violences sexuelles. Et ça, la société a du mal à le voir. C'est de plus en plus publié au niveau médical. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder. Oui, la famille est par définition bonne. C'est ce que j'allais dire
Laurence Cohen, ensuite Jackie Coulon. Oui, je vais être très rapide, mais je veux dire que effectivement tout ce qui est dit est exact. Après, au niveau des chiffres, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais la proportion est totalement différente. Ce sont les principales victimes sont des femmes, des petites filles, ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger évidemment les petits garçons. Quelqu'un qui viole, un violeur, il récidive. Et on voit dans et c'est dans le proche cercle, ça peut être familial ou de connaissances. Il faut voir quand même que les violences, et je finis là-dessus, c'est quand même dans le cercle des proches, de la famille, et on n'est pas dans l'espace public. C'est pas là où il y a, hélas, je veux dire, enfin hélas, pas hélas, mais je veux dire que on pense qu'on peut être préservé dans la famille, et malheureusement, c'est là qu'il y a le plus de violences de cet ordre-là. Jackie Coulon, et ça sera le mot de la fin avec vous. Sur l'importance du nombre de plaintes qui ne sont pas suivies de condamnation, on peut l'expliquer par le fait qu'il y a une présomption d'innocence, et qu'il faut donc renverser cette présomption d'innocence en prouvant que la victime la plaignante en tout cas, a effectivement été victime des faits qu'elle dénonce. Et comme on vient de l'indiquer à l'instant, souvent ça se passe dans un cercle fermé, on n'a pas de témoins. Alors éventuellement on peut avoir des traces physiques, mais va-t-il falloir que les traces physiques soient suffisamment déterminantes pour entraîner non seulement l'existence des faits, mais aussi, et il faut les imputer à la personne qui est visée dans la plainte. Tout ça fait des difficultés au cours de l'enquête, et si l'enquête n'arrive pas à établir ces faits-là, la présomption d'innocence l'emporte nécessairement, et c'est ce qui explique le taux important de classement sans suite. L'absence de poursuite ne signifie pas que les magistrats du parquet n'ont pas conscience de la gravité des violences sexuelles, sont machistes ou considèrent que les enfants sont des objets sexuels. Non, pas du tout. Tout le monde, il y a des formations qui sont faites à l'École nationale de la magistrature, il y a une évolution des sociétés, des esprits aussi. C'est sûr qu'il y a une évolution. Et de ce point de vue-là, les magistrats sont parfaitement conscients de la gravité des faits de violence sexuelle et de leurs conséquences. Mais pour autant, il y a aussi ce principe de présomption d'innocence qu'il faut renverser. Pardonnez-moi, la protection de la victime. C'est surtout le principe de réalité de la surcharge des tribunaux, c'est que les magistrats savent que dans ces affaires-là, harcèlement sexuel, harcèlement moral, agression sexuelle, c'est parole contre parole. Ils pensent que les affaires, en grande partie, n'aboutiront pas à la condamnation, et ils font le tri entre les affaires qui vont aboutir et les affaires sur lesquelles il y a des doutes. Et c'est directement lié à l'insuffisance des moyens dans les parquets. Pas seulement, il y a quand même la mise en doute des paroles des victimes. Là, on l'entend. On met en doute ce qu'un enfant dit, on met en doute ce qu'une femme dit, alors que ça devrait être le contraire. Après avoir été agressé, avoir été violé, il faut au contraire qu'il y ait une écoute bienveillante qui va permettre effectivement d'établir les faits. Bien, merci Laurence Cohen, merci à vous Laurence Rossignol, merci Jackie Coulon, merci Violaine Guérin d'avoir participé à ce débat. Nous vous en parlions hier, un vent de révolte souffle sur les collectivités locales. Aujourd'hui, plusieurs maires de l'Eure ont fermé leurs services publics. Ils protestent contre la réforme de la taxe d'habitation. C'est une sorte de grève contre le gouvernement qui s'est engagé à supprimer cet impôt pour 80% des foyers d'ici 3 ans. Stéphane Amalian. Des mairies fermées et des services publics au point mort. Dans le département de l'Eure, les municipalités dénoncent la réforme de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation correspond à 20% de l'ensemble du budget de la commune. Un impôt conséquent qui permet le financement des services publics de proximité. Piscine municipale, ramassage des ordures, crèches, tant de prérogatives gérées ou financées par les mairies. Dans la réforme souhaitée par Emmanuel Macron, l'État s'est engagé à compenser la baisse de la taxe d'habitation à l'euro près. Personne ne croit une seconde, à part peut-être quelques jeunes députés encore naïfs et innocents, que l'État va assurer la compensation de ce qu'il nous prend. Quand l'État nous vide les poches, c'est pas pour nous le rendre ailleurs. La réforme se veut pourtant juste pour les bas salaires. Les célibataires qui gagneront moins de 30 000 € par an seront exonérés. Un seuil qui passe à 48 000 € pour les couples sans enfants. Et on va retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences pour une réaction à cette grève des services publics avec Hervé Moret. Il est d'ailleurs sénateur centriste de l'Eure.
Bonjour Hervé Moret. Bonjour. Sénateur de l'Eure, élu local. Cette colère des maires de l'Eure, vous la comprenez, vous la soutenez, j'imagine. Pourquoi cette journée de mobilisation? Pour sensibiliser les populations? Effectivement, il y a une colère des élus locaux qui est très forte, dans l'Eure comme partout en France, avec la baisse des dotations, la fin des contrats aidés, la suppression de la réserve parlementaire, bref, un certain nombre de mauvaises nouvelles qui sont venues toucher les élus. Et l'Union des maires de l'Eure a souhaité, justement pour sensibiliser la population aux conséquences de ces décisions, organiser cette journée où un certain nombre de mairies vont être fermées et où on va, cet après-midi, se réunir à la mairie d'Évreux. Alors, quelle alternative vous proposez, vous, élu local? Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que c'est un moratoire sur la suppression de la taxe d'habitation qui est demandé cet après-midi? Il faut bien voir que toutes ces mauvaises nouvelles que je viens de rappeler s'ajoutent à un quinquennat qui a été calamiteux, avec des baisses des dotations extrêmement fortes. Et donc tout ça s'ajoutant, c'est vraiment la goutte d'eau, si on peut dire, qui fait déborder le vase. Donc je crois qu'il faut trouver des solutions pour répondre aux attentes des élus. On sait que sur la suppression de la taxe d'habitation, où on nous promet des compensations, l'histoire montre que les compensations sont rarement à la hauteur, surtout dans le temps. Et donc il faut qu'il y ait des garanties, des assurances réelles pour les élus. Justement, sur cette compensation, Emmanuel Macron, le gouvernement promet une compensation à l'euro près en ce qui concerne la suppression de cette taxe d'habitation. Ça, vous n'y croyez pas? Écoutez, on est prudent parce que, comme je vous l'indiquais, dans le passé, il y a eu des compensations sur d'autres suppressions de recettes. Elles ont pu, la première année, être à la hauteur. Et ensuite, on a observé toujours que, d'année en année, elles ont été réduites. Et donc, ce qui est important, parce qu'évidemment, quand on dit aux Françaises et aux Français qu'on va supprimer la taxe d'habitation, c'est une mesure populaire, et je le comprends. Mais ce qu'il faut, et c'est l'objet de cette manifestation, c'est de montrer que qui dit moins de recettes pour les communes implique moins de services pour la population, ce qui est un lien évident, mais qui n'est pas toujours présent à l'esprit de nos concitoyens. Mais donc concrètement, cet après-midi, vous demandez quoi? Un moratoire sur la suppression de la taxe d'habitation? Cet après-midi, ce qu'on demande, c'est que l'on se mette autour de la table, que l'on remette tout ça à plat et que l'on discute avec une vraie visibilité sur l'ensemble du quinquennat. On sait très bien qu'ici, il y a eu la conférence des territoires le 17 juillet, qu'un certain nombre de décisions qui ont été annoncées après n'ont même pas été évoquées ici, comme la fin des contrats aidés, qui encore une fois est quelque chose de très problématique pour les communes. Donc tout ça doit être revu globalement pour rétablir la confiance entre le gouvernement et les élus. Mais la confiance n'est pas définitivement rompue avec l'exécutif aujourd'hui? Écoutez, rien n'est jamais définitif, mais aujourd'hui, la confiance est quand même relativement atteinte. Une dernière question, l'État doit assumer ses compétences régaliennes. Que vous répond le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui, je le rappelle, l'Eure est son département? Est-ce que vous avez des relations particulières sur ce dossier avec lui? J'ai bien sûr des relations particulières et amicales avec Bruno Le Maire, même si nos chemins politiques ont divergé, mais sur ce point précis, on n'a pas d'informations à ma connaissance. Très bien, merci beaucoup. Merci Hervé Moret d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saint-Vérien. 4 jours après l'attaque au couteau qui a fait 2 morts à la gare Saint-Charles à Marseille, le profil du tueur continue d'interroger les enquêteurs. Était-il radicalisé? Sa famille n'y croit pas. En France, la lutte contre la radicalisation reste en point mort. Jérôme Rabier. En matière de déradicalisation, la France se cherche encore un modèle. Alors que des pays européens comme la Belgique ou le Danemark ont développé des centres qui ont des résultats, la France a tardé à réagir. Le précédent gouvernement a bien tenté des expériences, mais pas très concluantes. Un rapport d'information sénatoriale sur la question juge sévèrement la prise en charge. Pour sa co-rapporteure Esther Benbassa, c'est un travail de longue haleine à penser en dehors des événements tragiques de l'actualité. Quand il y a un attentat, tout le monde, dans le gouvernement, souhaite rasséréner les gens, leur dire qu'on fait tout, etc. et qu'on est actif pour travailler en amont. Sauf que cet étonnement en fait qu'on est arrivé à des résultats souvent qui ne sont pas probants. Suite au rapport et comme il le préconisait, le seul centre de déradicalisation existant en France, à Pontourny en Indre-et-Loire, a été fermé. Mais pas question pour autant de baisser les bras pour l'autre rapporteur de la mission, la sénatrice Les Républicains Catherine Trondelet, mais il faut agir très tôt. La prise en charge, pour nous, elle est possible. Ceux qui sont passés à l'acte, on se pose vraiment la question, quand on a vu certaines personnes en milieu pénitentiaire, c'est très compliqué pour ces personnes-là de les désembrigader, désendoctriner. On préfère mettre vraiment tous les moyens sur le volet prévention. Les sénatrices ont rédigé 10 propositions qui vont de la formation à la déradicalisation des acteurs publics concernés au renforcement des moyens judiciaires dans ce domaine. Le projet de loi sécuritaire adopté hier à l'Assemblée s'attarde bien davantage sur le volet renseignement et répression.
Tous les acteurs du dossier insistent pourtant sur la prévention qui permettrait à moyen et long terme de tarir le flux d'aspirants au terrorisme. Toby Nathan, ethnopsychiatre, auteur des âmes errantes, est notre invité. Il répond aux questions de Tam Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite. Toby Nathan, bonjour. Bonjour. Vous avez passé 3 ans à écouter des jeunes en voie de radicalisation dans votre cabinet, dans votre centre. Une 60aine de jeunes, des âmes errantes, dites-vous. Et ce qui frappe d'abord dans votre livre, c'est que ce sont beaucoup de destinées individuelles. Il n'y a pas finalement de vrai portrait type du jeune radicalisé. Je vous cite, délinquant de cité, fumeur de shit, coquette des beaux quartiers, jeune lycéen, studieux. Et tous se sont radicalisés. Oui, absolument. Il n'y a absolument pas de profil type. On a eu toutes sortes de personnes, toutes sortes d'origines aussi. C'est-à-dire des personnes qui étaient de familles musulmanes, d'autres qui étaient de familles chrétiennes, d'autres qui étaient même de familles qui ont changé de religion plusieurs fois à chaque génération. Oui, de pays différents, vous parlez, pays différents, de jeunes souvent des tchèques, métis, espagnols même. Exactement, souvent des métis, et c'est-à-dire des métis culturels, je veux dire. C'est-à-dire la maman est, je ne sais pas, afghane par exemple, et le père est italien, des choses comme ça, et sont des gens très très différents. En revanche, j'ai quand même pu Il y a un point commun. Ouais, j'ai quand même pu repérer quelques points communs. Un point commun particulier, c'est essentiellement des migrants de seconde génération. Il faut le dire, c'est la vérité. Ce sont des migrants de seconde génération, et parmi eux, ce sont des migrants de seconde génération dont les parents ont perdu le lien avec leurs sources, en fait, avec leurs origines. Ils ne retournent plus au pays, n'ont plus de relations avec les traditions, etc. Ils ont doublement rompu avec leurs racines, ils ont une identité culturelle vacillante. C'est ça, vous parlez d'eux. Absolument. Vous avez très bien connu cette 60aine de jeunes, mais il y a 15 000, 20 000 fichiers S. Est-ce que vous pensez qu'on peut extrapoler ce que vous avez pu observer sur cette 60aine de jeunes à toute cette masse de personnes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois vous dire que ce sont des portraits en profondeur, en essayant surtout de regarder à travers leur histoire les choses, les concepts, les idées qui les ont retenus, qui les ont captivés, qui les ont capturés même. Et au fond, le point de comparaison, c'était moi en fait. Parce que moi-même, je suis un migrant, et moi-même, j'ai eu un moment de flottement comme ça dans mon existence. Moi-même, j'ai adhéré à des idéologies radicales. C'était pas les mêmes, c'était en 68, vous voyez. Oui. Donc vous êtes arrivé dans les années 50, fin des années 50 en France, et puis il y a eu toutes les idéologies marxistes, la guerre du Vietnam. Absolument. Et je me souviens très bien que tout comme eux, c'est toute proportion gardée bien sûr, mais tout comme eux, nous regardions au loin, le centre du monde était au Vietnam, était en Chine, était en Union soviétique, et pas du tout à Gennevilliers où j'ai passé mon enfance. La différence aussi qu'il y a, c'est qu'à l'époque, le Vietnam ou ces idéologies ne cherchaient pas à vous capter. Oui, alors que là, la différence, c'est que la différence essentielle. Daesh cherche à capter toutes ces personnalités. C'est la différence essentielle, parce que le Daesh a organisé des véritables stratégies de capture des jeunes dans les pays occidentalisés, en fait. Vous avez dit un peu vous reconnaître dans ces jeunes. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer, que ça puisse déranger, que vous disiez cela? Pourquoi? Non, je n'ai pas du tout la même idéologie. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas radical, j'ai envie de tuer personne. Non, c'est pas de ça que je parle. Je veux dire, le moteur à l'intérieur, cette faille dans l'identité, je reconnais quelque chose qui est commun avec moi. En revanche, je pense que si cette machinerie qui me semble, qui nous fait nous ressembler, me donne envie d'aller les chercher, et d'aller les chercher là où ils sont, et de les ramener parmi nous. L'objectif de votre démarche, c'est bien d'expliquer ce qui se passe dans leur tête. Oui. C'est d'autant plus intéressant qu'à l'époque, il y a eu, en tout cas en début 2016, un débat politique sur comprendre, expliquer. On va écouter les mots qu'avait utilisés à l'époque Manuel Valls, alors Premier ministre. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Oui. Pour ces ennemis qui s'en prennent à leurs compatriotes, qui déchirent ce contrat qui nous unit,
Il ne peut y avoir aucune explication qui vaille. Car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Il faut bien sûr chercher à comprendre. Ce qui ne veut pas dire chercher je ne sais quelle explication. Là, il y a un débat. J'ai dit un jour à l'Assemblée nationale ce que je pensais sur ces questions-là. J'ai tout de suite vu la polémique. Non, moi je crois au travail. Des chercheurs, des experts, des sciences sociales. Je rencontre beaucoup de ceux qui réfléchissent sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émergence de ce débat? On a entendu que Manuel Valls est partiellement revenu sur ce qu'il avait dit début janvier. Mais je suis d'accord avec lui. Hein. Je veux dire, quand des jeunes gens sont passés à l'acte, ont commis des attentats, à ce moment-là, il relève de la justice. C'est à la justice d'intervenir. De toute façon, c'est ce que nous devons à la fois aux victimes et à la société aussi, qui a été choquée, qui a été bouleversée par ce qui s'est passé. Je me souviens de ce qui s'est passé durant les attentats. Et chaque fois, qui continue à se passer, à chaque fois qu'il y a un attentat, la société est bouleversée. Elle a besoin d'une explication et cette explication ne peut être que judiciaire. Maintenant, quand moi je travaille en prévention, je travaille avec des jeunes... C'est une clinique préventive. Hein, oui, je travaille avec des jeunes qui ne sont jamais passés à l'acte. Et qui ne passeront pas J'espère que non. J'espère que le travail que je fais va faire en sorte qu'ils ne passent pas à l'acte. Je travaille en prévention avec des jeunes qui ont été signalés, la plupart du temps d'ailleurs par leur famille, hein, par leur maman souvent, mais pas seulement, parfois par leur lycée, par leur collège. Et qui... À la police aussi? C'est arrivé? Non, enfin, peut-être qu'il y en a. Moi, j'en ai vu une soixantaine. Hein. S'il y a 20 000 fichiers S, vous imaginez que je ne peux pas faire de statistiques, mais ceux que j'ai vus, en tout cas, c'était essentiellement par leur famille ou par leur collège qu'ils avaient été signalés. Donc, ils ont été signalés parce qu'ils ont inquiété leur environnement. Ils n'ont pas passé à l'acte, ils n'ont fait aucun délit. Et je les accompagne avant, en espérant que ça ne se passe jamais, bien entendu. Et je crois que je mets tout en œuvre pour que ça ne se passe pas, justement. Vous êtes assez sévère à l'égard de l'attitude que l'on peut avoir aujourd'hui à l'égard des parcours radicalisés. Vous listez soit le recours à la loi, alors que ces personnes ne reconnaissent pas la loi, donc inutile pour vous, soit une compassion sans réciprocité et qui déclenche la violence. Pourquoi ? Alors, bon, c'est un peu plus long, mon explication, mais vous la dites de manière résumée, si vous avez raison. On est limité par le temps, mais je disais que ces deux attitudes qui sont des attitudes de compassion qu'a dénoncé d'ailleurs Manuel Valls, hein, c'est-à-dire vouloir comprendre à tout prix, etc. Et les attitudes punitives, en fait, ont conduit toutes les deux à des échecs. Ce que je dis, c'est qu'ils nous amènent des questions, ils mobilisent notre intelligence, leurs préoccupations sont des préoccupations intellectuelles. Il faut aller les retrouver là où ils ont des préoccupations intellectuelles et leur faire des contre-propositions intellectuelles d'un niveau équivalent. Oui. C'est-à-dire des choses qui les intéressent, qui les excitent, qui excitent leur cerveau, quoi. Oui, vous vous adressez à l'intelligence, en fait, de ces personnes radicalisées. Vous expliquez très bien qu'il y a une logique derrière cela et que ce n'est pas aussi simple que d'imaginer que ce sont de simples fanatisés. Bien sûr, il y a... Bon, ils sont fanatisés aussi, parfois, même souvent, mais ils ont toujours des questions intellectuelles. Je me souviens avoir passé des heures à discuter de l'unicité de Dieu, ou bien des notions d'apocalypse, de fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que cette notion d'apocalypse se retrouve dans toute une série d'univers culturels? D'où ça provient? Toutes ces questions-là, qui sont des questions fondamentales, auxquelles... habituellement, les psys n'ont pas l'habitude de s'intéresser. Et ben, je m'y suis plongé avec eux. En un mot, est-ce que vous pensez qu'il faut plus de cliniques préventives comme la vôtre pour pouvoir lutter contre cette radicalisation des jeunes? On le voit, il y a beaucoup de centres qui n'ont pas fonctionné. On l'exposait dans le sujet avant. Non, c'est des centres de déradicalisation. Ça, je pense que ça me paraît... il y a une contradiction dans les termes. C'est-à-dire, on peut pas être... c'est fait, c'est trop tard. Non, mais on peut pas être volontaire pour être déradicalisé. Il y a quelque chose qui colle pas, quoi. C'est-à-dire, vous verrez jamais quelqu'un qui va venir vous dire « Je suis radicalisé, s'il vous plaît, déradicalisez-moi ». Ça n'existe pas. C'est pas possible. Et donc, cette notion à la fois de déradicalisation et de volontariat, il y avait une contradiction dans les termes mêmes. En revanche, la clinique que nous faisons est une clinique sensible, une clinique de la relation individuelle approfondie. Je pense qu'elle est très efficace. Cela dit, c'est de l'expérimental.
nous passons des heures avec les gens. Je pense qu'on n'a pas les moyens de faire ça pour tous. C'est simplement pour faire ressortir les idées et nous faire imaginer des dispositifs qui seraient des dispositifs plus sociaux, plus politiques. C'est là-dessus que ça devrait déboucher, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Toby Nathan, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle donc votre livre passionnant, hein, Les âmes errantes, aux éditions de l'Iconoclaste. Merci. Merci à vous, Toby Nathan. Merci, Tam Trani. 3 semaines après les ravages causés par l'ouragan Irma aux Antilles françaises, la vie reprend peu à peu son cours. Mais les dégâts sont considérables. Tous les élèves n'ont pas repris le chemin de l'école. Avant d'en parler avec mes invités, on fait le point sur la situation avec Héloïse Grégoire. À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l'heure est à la reconstruction. Plus de 3 semaines après le passage de l'ouragan Irma, la priorité est à la réouverture des écoles, collèges et lycées. Lundi dernier, la rentrée des classes a bien débuté pour Saint-Barthélemy, mais à Saint-Martin, le retour à l'école se fait plus progressivement. Les élèves ont débuté les cours dans ces tentes en attendant de retrouver leur classe. Aujourd'hui, tous les élèves vont à l'école à Saint-Barthélemy. À Saint-Martin, nous avons réussi depuis lundi dernier à ce que 25% des élèves soient rentrés. C'est le cas dans le quartier que l'on appelle la Savane, ainsi que dans le quartier qu'on appelle Orléans. Pour la Guadeloupe, balayée par l'ouragan Maria, l'heure est au questionnement. Un arrêté publié au journal officiel décrète l'état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes et permet aux habitants des indemnisations. Un décret pris dans l'urgence qui ne s'applique pas pour l'instant à toutes les communes de la Guadeloupe. C'est vrai que le gouvernement a fait ce qu'il a pu dans l'urgence, mais je crois qu'il fallait probablement qu'il fasse tout avec les personnes de terrain pour peut-être au niveau de la rédaction même de cet arrêté, parce qu'il y avait de grandes disparités. Et là, les élus qui ont pris connaissance très tôt ont vite réagi, les autres ont emboîté le pas, parce que tout le monde était unanime à reconnaître que la situation telle qu'elle a été présentée et telle que ce décret mentionnait, eh bien, c'était pas en cohérence par rapport à la réalité du terrain. Rien n'est fixé. Selon le Premier ministre, ce périmètre de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pourrait encore évoluer. Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer retourneront à Saint-Martin à la fin des vacances de la Toussaint. Et on va tout de suite ouvrir le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Guillaume Arnel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur RDSE de Saint-Martin. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'accueille également Dominique Théophile. Bonjour. Vous êtes sénateur à La République En Marche de la Guadeloupe. Bienvenue sur ce plateau. Patrick Coulombelle est également avec nous. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la Fondation Architectes de l'Urgence. Bonjour. Vous étiez sur place. Vous allez nous dire bien ce que vous avez pu faire pour aider les populations sur place. Et Victorin Lurel, bonjour. Sénateur socialiste de la Guadeloupe, ancien ministre des Outre-mer. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Guillaume Arnel, puisqu'on a vu le ministre de l'Éducation nationale dire qu'à environ un quart des élèves a pu reprendre le chemin de l'école. Vous êtes d'accord avec ce chiffre? C'est le cas sur place? Je suppose que les chiffres sont exacts, puisqu'il est sur place, moi je ne le suis pas. Mais ce qui est évident, c'est qu'effectivement, avec la destruction de la quasi-totalité des établissements scolaires, il était difficile de scolariser, ou en tout cas de reprendre les activités scolaires d'un plus grand nombre. Est-ce que vous avez le sentiment, peut-être une question pour vous, Dominique Théophile, que l'État est toujours présent, notamment auprès des personnes qui ont été évacuées? Comment vous avez vécu, vous, cette gestion par l'État? Certains l'ont dite défaillante. Oui, au début, tous ceux qui on l'a remarqué en Guadeloupe, au début, il y a eu quelques hésitations. Mais à l'heure où je vous parle, il y a une reprise en main, les choses vont bien, ça avance. Et c'est un exploit d'ailleurs, ce que j'entends, de reprendre pratiquement un quart des scolaires, puisque l'île a été vraiment ravagée, surtout les établissements, comme le précise Guillaume. Alors justement, on va écouter Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a été interpellé cet après-midi à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Je vous demanderai de réagir après. J'ai moi-même rencontré le président Gibbs dimanche dernier, assez longuement, pour voir avec lui quelles étaient, non pas les actions à mettre en place immédiatement, mais les sujets sur lesquels nous devions réfléchir, par exemple en termes de documents d'urbanisme, de prise en compte des éléments prévus dans le plan de prévention des risques, dans les documents d'urbanisme opposables au moment de la reconstruction, comment nous pouvions réfléchir sur les normes de construction, sur les zonages de construction. Ce sont des décisions très lourdes pour l'avenir de Saint-Martin, mais indispensables. Personne ne comprendrait, Madame la députée, que nous puissions faire dans la reconstruction de Saint-Martin comme si rien ne s'était passé et comme si on pouvait faire, je dirais, comme avant.
Victorin Lurel, on voit aujourd'hui que l'enjeu, c'est la reconstruction de ces îles. Est-ce que vous faites confiance, vous, à l'État, justement, pour avoir des bâtiments qui vont tenir compte, justement, de tous ces enjeux climatiques à venir? Comment ne pas faire confiance à l'État? À qui ferait-on confiance si ce n'est à l'État? Après Hugo en 89, le président Mitterrand était venu en disant qu'il faut bousculer les procédures. Et c'est vrai que depuis lors, on a mieux construit. Est-ce que tout est aux normes paracycloniques? J'en sais rien, mais ça a mieux résisté. Aujourd'hui, on est encore dans une longue patience pour les normes parasismiques. Parce que tôt ou tard, on aura peut-être là un big one, comme disent certains sismologues. Oui, l'État est à l'œuvre, fait son travail. J'ai entendu le Premier ministre reprendre les règles d'urbanisme, reprendre les lois. Il faut tout revoir. Et il est sénateur de Saint-Martin, j'ai été député de Saint-Martin pendant 12 ans. Il faut tout revoir, notamment sur le littoral. Et là, il y a une législation nouvelle à bâtir. Et donc, ça prendra du temps. Alors, vous étiez sur place, peut-être un mot avec vous, Patrick Coulombelle, justement. Plusieurs choses sur les écoles, d'abord. Les écoles, globalement, les écoles ont été endommagées. Je dis bien endommagées, détruites, globalement pas détruites, c'est-à-dire par terre. Hein, c'est ce que vous avez constaté, c'est ce qu'on a tous vu. Un travail énorme qui a été fait par la sécurité civile, les pompiers, les services de l'État d'une manière générale et les gens, parce qu'ils sont aussi activés. Donc aujourd'hui, les écoles peuvent presque partiellement fonctionner. Quand je dis partiellement, il y en a qui sont touchés aux alentours de 20%, qui ne peut pas fonctionner dans certains établissements, mais globalement, ça peut fonctionner avec des problèmes de couverture, des problèmes de menuiserie de temps en temps, panneaux solaires aussi. Alors ça, je ne sais pas si on en causera, mais il y a quelque chose d'assez effarant, c'est que tous les panneaux solaires sont partis. Et là, il y a une question à se poser là-dessus. Et en termes d'urbanisme, donc sur les écoles, ça peut fonctionner, elles ne sont pas toutes détruites, première chose. La deuxième, en termes d'urbanisme, il y a un enjeu majeur pour vous, messieurs, hein, je crois que c'est l'enjeu majeur, c'est profiter de cette catastrophe, qui a été heureusement pas trop meurtrière, pour anticiper le problème qui est cyclonique et sismique. C'est-à-dire que là, les vrais enjeux, ils sont là. Je suis très vigilant sur un point, moi, qui me fait extrêmement peur, c'est quand on construit en bord de mer. Oui. Mais par contre, j'adore la mer. Comme j'adore la mer, je préfère construire et vivre en bord de mer que vivre à l'intérieur des terres. Donc l'enjeu, ça va être de comment faire avec le bâti qui existe aujourd'hui, les zones qui ont été construites en bord de mer, et que ces zones soient habitables, et surtout qu'on puisse ne pas avoir d'accidents, pas avoir de décès, pas avoir de destruction non plus lors d'un tsunami ou d'une prochaine vague de submersion comme on l'a eu là, parce que c'est une vraie question de fond. Et ça, c'est une vraie question sur laquelle les élus ont à trancher avec la collectivité, avec les citoyens, parce que derrière ça, c'est un débat de fond. Peut-être Guillaume Arnel. Oui, je souhaiterais réagir. Moi, je suis très en phase avec la déclaration du Premier ministre. Moi qui ai exercé cette responsabilité en termes de responsable élu en charge de l'aménagement du territoire pendant 5 ans, je me suis heurté à une réticence forte de notre population. Et tant qu'on n'aura pas ce courage politique de faire respecter la réglementation et la législation, et qu'on s'accorde... Elles viennent d'où ces résistances? Ces résistances viennent d'une partie de la population qui préfère... avoir les pieds dans l'eau plutôt que de respecter la distance réglementaire, etc. Mais il faut aussi avoir présent à l'esprit, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais il y a aussi un aspect à prendre en considération, et ça c'est du point de vue politique aussi qu'il faudra mettre le pied dans la fourmilière. C'est le fait qu'on a à Saint-Martin une population défavorisée, une grande partie de notre population est défavorisée, et l'habitat reflète cette précarité. Nous en sommes aussi responsables, parce qu'il y a un certain nombre de marchands de sommeil qui construisent aussi n'importe quoi, n'importe comment, pour pouvoir justement louer à ces habitants qui ne peuvent pas faire autrement, et à charge pour nous de nous conformer à la réglementation. Et en parallèle, des bailleurs sociaux qui ont aussi fait des opérations qui ont quand même tenu le choc, c'est-à-dire que vous avez quand même des bailleurs sociaux qui ont fait des constructions qui n'ont strictement rien eu. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible. Oui, mais il faut. Il y a une vraie opération qui va être à mettre en place. C'est comment loger ces gens-là et puis ouvrir l'opportunité pour régler le problème une fois pour toutes. Parce que c'est quand même pas terrible d'avoir une ville. Ce que dit le sénateur Arnel, je vais dire, abonder dans son sens et aller plus loin. Et même c'est très grave ce que je vais dire. On vient de donner à la région Guadeloupe la gestion des 50 pas géométriques. C'est les 81,20 m à partir de la mer.
Et c'est vrai que sur ça, il y a une gestion un peu particulière et qui date. Et on construit là en précarité, parfois en squattant, et on a du mal. Demain, donc, la région Guadeloupe va gérer. C'est déjà le cas de Saint-Martin. Vous aviez eu la compétence urbanisme un peu plus tard. Vous l'avez désormais. Vous avez deux choses. L'élu doit être élu et réélu. Et il va donc recevoir des offres des grosses firmes multinationales, des entreprises qui vont dire on va créer des emplois, des gens qui viennent sans autorisation et parfois en situation irrégulière qui vont construire. Il faut une sacrée volonté politique pour dire non au chantage à l'emploi. Oui, il faut respecter des zones de prévention, des zones rouges. Et c'est pas facile, c'est pas simple. Il y a de la pression des promoteurs immobiliers. Oui, bien sûr, partout. Et si vous n'avez pas une éthique, mais aussi des lois et une fonction publique, une administration, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'élus locaux vous disent je préfère encore à tout prendre que ce soit les fonctionnaires de l'État, notamment de l'ADEAL, qui opposent, si j'ose dire, la barrière de la loi, pour au moins dédouaner les élus. Non pas pour créer l'irresponsabilité, mais c'est vrai qu'il faut une volonté politique, il faut une force politique pour faire comprendre que le risque est là, il est permanent et qu'il peut être très rapide comme on l'a vu. Peut-être avant de vous donner la parole, Fabien Colombert, un mot avec vous, Dominique Théophile. Non, c'est exactement ça. Il faut être intraitable sur cette question-là, parce que nous, dans la délivrance des permis de construire, dans notamment. la délivrance, c'est la protection des personnes, surtout. Nous, on a connu ça en 89. Avant 89, la Guadeloupe dans son architecture était un peu ça. On a réglé en partie, je pense, un peu ça sur le bâti. Mais ce qui s'est passé à Saint-Martin, c'est un petit peu, un petit retard sur la solidité des constructions qui étaient en bord de mer aussi. Mais la question qui se pose, à mon sens, c'est, enfin, vous avez mis le doigt dessus, la compétence du permis de construire et de l'autorisation de construire. Il y a deux solutions. C'est des bâtiments d'État, c'est une signature d'un préfet, si je ne me trompe pas, et sinon c'est un maire. Donc je crois que la personne qui en a cette responsabilité, les personnes qui en ont ces responsabilités, on les connaît. Après, il y a un autre souci, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de l'habitat informel, qui est construit sans permis de construire aussi. Non, mais parce que vous parlez pour le passé, mais lorsque vous refusez un permis, bon, j'ai été maire, vous refusez un permis. Vous n'êtes pas réélu. Vous n'avez peut-être pas réélu, bah oui. Mais les gens construisent sans permis. Et c'est après un long combat, et le préfet, en décision de justice, n'enverra pas les forces de l'ordre pour démolir. Et vous avez ce sujet-là. On a un vrai problème d'aménagement et de maîtrise du foncier. Quel est le problème? Aujourd'hui, vous avez le SAR, le schéma d'aménagement régional. Il y a peut-être l'équivalent, peut-être pas encore à Saint-Martin. On a gelé 50 000 hectares. Vous ne pouvez plus déclasser une terre agricole avec ce qu'ils appellent le CDPNAF, qui est une commission de consommation des espaces agricoles. Vous ne pouvez plus déclasser. Mais en même temps, vous avez la loi SRU. La loi SRU qui impose aux collectivités de construire 25% aujourd'hui en logements sociaux. Vous ne pouvez pas les construire parce que vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas de réserve foncière, vous ne pouvez pas déclasser. Donc vous vous trouvez condamné à payer des amendes parce que vous ne pouvez pas autoriser les constructions, vous n'avez pas d'espace, et en même temps, vous ne pouvez pas organiser la décohabitation. Les jeunes qui doivent quitter les ménages, donc les gens construisent partout. Et donc il y a là un problème de maîtrise du foncier, d'aménagement et de loi d'urbanisme qu'il faut inventer. Alors Guillaume Arnel, peut-être oui, une réaction. Par rapport à ce que disait Victorin Lurel, il y a effectivement ce problème de la construction, en tout cas sans permis, parce que pas les pouvoirs publics, mais le service judiciaire, avec le nombre de dossiers à traiter, choisit ses priorités. Sur Saint-Martin, ils ont très peu répondu aux demandes de permis de construction sans permis. Donc aujourd'hui, il faut que chacun se regarde, chacun essaye de comprendre la difficulté de l'autre et qu'on avance en phase pour justement ne plus reproduire ces mêmes erreurs. Le sénateur évoquait aussi la précarité de l'habitat à Saint-Martin. Est-ce que vous pensez, bien qu'à l'occasion malheureuse de cet ouragan Irma, justement, on va régler le problème? C'est une opportunité pour le faire. Il y a des gens qui sont illégaux aussi. Il y a, on a une réalité. Elle existe, il ne faut arrêter de la nier. À partir de là, maintenant, il faut mettre les moyens pour essayer de passer de gens qui étaient dans du bidonville, qui passent dans des constructions qui soient du logement social. On peut faire du logement social de qualité. Il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des entreprises qui sont qualifiées pour faire ça. Le problème qu'ils ont là aujourd'hui, c'est qu'une majorité des constructions qui ont été faites, et notamment illégales, il y a zéro contrôle.
il y a zéro contrôle, il y a souvent des entreprises qui ne sont pas forcément très qualifiées, et ça c'est un souci, parce que vous augmentez la vulnérabilité, c'est-à-dire vous avez deux problèmes, vous avez un problème d'urbanisme, parce que l'étalement, c'est des gens qui ne payent pas les taxes aussi au passage, et puis en même temps, il y a un vrai risque sur ces populations-là. Et là c'est un enjeu. C'est-à-dire que là, vous avez à dealer avec quoi? Avec mettre en place une réglementation pour protéger les populations. Parce que c'est ça le discours à avoir. Il n'y en a pas d'autre. Après, sur les endroits où ça a été construit, parce que ça a été vendu aussi, c'est un terrain qui a quand même été vendu. Il y a quand même quelqu'un qui a fait un acte de vente à un moment. Donc ces gens qui sont dans des endroits qui sont notamment en bordure littorale, il y a deux solutions. Soit vous dites on les rase, c'est comme la Faute-sur-Mer. On a eu ça en 2010, 2011. En Vendée, on s'en souvient. Alors il y a eu l'opportunité qui a été faite par le gouvernement de l'époque a décidé de carrément on rase tout, on paye, on met une zone noire, on dégage tout le monde. Vous avez une difficulté supplémentaire à Saint-Martin. Il est président de Saint-Martin. Vous avez un aéroport international qui est à 2 encablures de Marigot. C'est 90 km² Saint-Martin, à peu près 56-60 km² partie française. Vous avez un aéroport international, il doit y avoir pratiquement 29 destinations qui arrivent là. Vous avez une frontière fictive, traité de Concordia de 1648. Donc il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de douanier. Comment allez-vous contrôler les situations irrégulières, les constructions irrégulières, si vous n'avez pas les forces de l'ordre? Or, les forces de l'ordre, avec l'autonomie depuis toujours, même avant, l'Europe n'est pas là. L'Europe, non, l'Europe... ça appartient... L'Europe, c'est une RUP, d'accord. Pour le moment, c'est un PTOM de l'autre côté. Région ultra-périphérique. Vous avez la difficulté que 2 pays s'entendent, 2 pays européens, la France et les Pays-Bas, et depuis 1648, pour la porosité des frontières. Comment contrôler les gens qui viennent s'installer, parce que c'est peut-être socialement plus avantageux d'y résider en partie française. Il y a des gens aussi qui arrivent en bateau. Dominique Théophile, on a évoqué l'enjeu de la reconstruction, il y a aussi l'enjeu de l'indemnisation, de l'assurance. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est? On sait que beaucoup de personnes ne sont pas assurées à Saint-Martin notamment. Alors, ce qui concerne Saint-Martin, l'état de catastrophe naturelle a été acté pour l'ensemble du territoire. Là, ça a posé un peu problème sur la Guadeloupe, le continent. Mais l'état de catastrophe naturelle prend en compte tous ceux qui sont assurés, bien sûr. Et puis, il y a un traitement plus social pour ceux qui n'ont pas du tout d'assurance. Je pense que là aussi, dès lors que l'état de catastrophe naturelle est déclenché, il y a une prise en compte effective sur ceux qui sont évidemment bien assurés, mais il y a aussi, à mon avis, je pense, une aide conséquente pour permettre aux usagers d'avoir démargé au système social. Que peut faire le Sénat? On sait qu'il y a ici une délégation sénatoriale à l'outre-mer. Vous allez la saisir, Guillaume Arnel. Nous avons saisi d'abord sur les assurances. C'est vrai que ce n'est pas une culture chez nous de s'assurer spontanément. Il faudrait qu'on y arrive. Aujourd'hui, l'état de catastrophe naturelle va régler le problème de quelques-uns qui sont assurés, mais les aides ne régleront pas entièrement la problématique de ceux qui ne sont pas assurés, même s'il y aura un accompagnement. S'agissant de la mission de la délégation sénatoriale, j'ai été reçu par le président, M. Larcher, et contrairement à la déclaration qu'il avait faite, mais je lui laisserai le soin de faire cette nouvelle déclaration sur la nomination éventuellement d'une mission d'enquête sénatoriale, nous aurions préféré, le président Magra et moi-même, que ce soit une charge qui soit confiée à la délégation à l'outre-mer, puisque nous avons un passé qui plaide en notre faveur, notamment sur la gestion du foncier dans l'ensemble des outre-mer, où des rapports ont été produits en plusieurs tomes, et il me semble que ce sera peut-être plus davantage l'occasion pour nous, non pas de pointer du doigt les incohérences et les imperfections des uns et des autres, mais de formuler, à l'instar de ce que dit monsieur, des vraies réflexions sur l'avenir, sur les normes de construction, sur le respect des règles, sur l'occupation du littoral, etc. Et sur la prévention. Les Hollandais, qui sont tes voisins, ont une culture de la prévention, parce qu'aux Pays-Bas, ils luttent contre les eaux depuis toujours. Ils font des polders et autres infrastructures. Ils ont cette habitude, c'est intégré dans leur culture, et donc ils préviennent. Donc ils prépositionnent, ce qu'on n'a pas su bien faire là. D'autant plus que c'était la première fois que nous avions un cyclone de force 5. De force 5. C'est à la fois un tremblement de terre et c'est un ouragan. Vous voyez trembler vos murs pendant des heures et vous avez l'impression que toute la maison va partir. Un tremblement de terre, c'est quelques secondes ou peut-être une minute maximum. Il y a peut-être des répliques. Mais là, il faut
pour l'avenir, repenser et revoir les choses, y compris en matière de déclaration de catastrophe naturelle. 145 km pendant 10 minutes. Madame, en 1 minute, vous voyez partir votre maison. Et lorsqu'on dit que pour que vous soyez éligible, il faut que le vent souffle pendant 10 minutes à 145 km ou 215 km par rafale, c'est au maximum 1 minute. Manifestement, ce vieux texte 82 de François Mitterrand doit être, à mon sens, adapté à la réalité du réchauffement climatique, puisqu'on a déjà un peu plus, non pas plus de cyclones, mais des cyclones d'intensité plus forte. Et donc là, il y a une réflexion à faire. Ensuite, la déclaration ne suffira pas. On le sait, c'est quelques personnes assurées. Il faudra donc que les fonds de secours, mais c'est peu de choses, je peux te dire que la déclaration de calamité agricole soit faite. Là aussi, il y a des quotas. Et il faut au moins 25% de pertes de récolte, qu'il faut qu'il y ait des pertes de fonds. Bref, c'est des choses techniques. Là, il faudra plus de solidarité nationale. Et c'est ce que nous attendons dans le budget des Outre-mer, qui a été soumis hier ou avant-hier à l'Assemblée nationale. Je n'en vois pas encore la couleur. D'autant plus que les constructions, lorsqu'elles ne sont pas faites dans les règles de l'art, parce que globalement, quand on fait du dur et du parasismique, bon, on peut prendre un cyclone déjà, globalement, même celui-là, hein, ça passe. Moi, je me suis retrouvé sur les Philippines où il y a eu Yolanda. C'était quelque chose d'assez impressionnant parce que justement il y avait une vulnérabilité beaucoup plus importante des constructions, c'était fait avec des petites constructions. Votre responsabilité à vous en tant qu'élu, moi je vous le dis carrément, c'est clairement, si vous laissez faire des gens des constructions qui sont des constructions vulnérables, qui ne sont pas faites solidement et dans les règles de l'art, il est clair que vous opposez les gens à une vraie réalité qui est celle de pouvoir mourir. Et moi, je vous le dis carrément. Et vous avez un autre problème, c'est les zones inondables. Il faut régler le problème des zones inondables, et notamment avec les tsunamis. Parce que vous êtes en zone tsunami. Sandy Ground, c'est zone de submersion, zone inondable. Je vais raconter une histoire. J'étais maire, je refusais un permis. Après un cyclone, on a donné à cette personne une maison dans un endroit plus sûr. La personne a gardé carrément dans le lit de la rivière sa maison. Elle y vit toujours. Pour vous dire que les gens ne veulent pas quitter leur lieu depuis très longtemps. Et aucun préfet ne va envoyer des bulldozers avec des huissiers, des policiers pour détruire. Et c'est là, ça arrive souvent. Cette façon. Guillaume Arnel, où en est d'ailleurs la situation de certaines personnes évacuées aujourd'hui? On voit que les gens s'impatientent, certains sont encore dans des hôtels, nous dit-on. Moi, ma perception de la chose, elle est particulière et je vous livre mon sentiment. Je peux comprendre que des gens quittent le navire lorsqu'il est en tempête. Mais ça signifie que vous avez le recours à la terre ferme ou à un autre bateau sécurisé. Moi, j'avais du mal à comprendre toute cette frange de population qui ne faisait que partir parce que le billet était offert, parce que l'évacuation était mise et il n'avait nul endroit où se secourir. Aujourd'hui, on se retrouve avec un certain nombre de familles ici dans la détresse, mais moi j'ai du mal à comprendre comment cela a pu s'effectuer. Hein? Donc aujourd'hui, je ne veux pas... Je ne veux pas, mais c'est pas... Mais et les gens de Saint-Martin qui sont choqués, on est obligé de rester là. Et le président de la République a dit, attention, ne partez pas tous, puisqu'il faut quand même que des gens restent pour reconstruire. C'est l'une des raisons pour lesquelles les écoles en partie fonctionnent pas. Hein. C'est qu'il y a une partie des enseignants. Non, mais les enseignants sont surtout de la Guadeloupe. Oui, mais ça peut se comprendre. Mais je dis pas le contraire. Ça peut se comprendre, mais les enseignants sont partis dans leur famille en Guadeloupe. Ou ailleurs. Il y a une solidarité qui s'est installée. Il y a eu la Guadeloupe a prêté main forte, on imagine. Oui, il y a une forte solidarité. Un mot avec vous, Dominique Théophile. Comment ça s'est passé justement pour aider justement Saint-Martin? Ah oui, dès le lendemain, je pense qu'on était le poste avancé. Hein, en Guadeloupe, nous étions à pied d'œuvre. Je pense que que ce soit le SDIS, que ce soit le secours au niveau sanitaire, nous sommes allés très très vite. D'ailleurs, avant même les organisations nationales. Donc, nous sommes arrivés très vite sur les lieux. Il y a eu une belle solidarité. Je pense que les gens l'ont vu. Ça a été marqué. Et puis, une semaine après, ça a été nous. Heureusement, c'était pas de l'intensité de Saint-Martin, mais vous imaginez que si c'était Force 5 en permanence chez nous, après, on serait... il y aurait eu des difficultés. Mais la solidarité a joué à fond et on a pu mesurer chez nous notre capacité à intervenir aussi. Je pense qu'il faut interroger ça et faire en sorte... On oublie Saint-Barth. Oui. On oublie Saint-Barthélemy. C'est vrai que la culture est différente à Saint-Barthélemy.
se prennent en charge, comme les Saint-Martinois se prennent en charge, mais ils ont été aussi très gravement touchés. La solidarité nationale doit jouer là aussi. Bon, je l'évoque parce qu'on ne l'évoque plus, comme si Saint-Barthélemy n'était pas touché. Je sais bien que le président Magra a pu dire on se débrouillera, on n'a même pas besoin de la solidarité. Je pense que c'était sur le. Vous l'aviez invité, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, mais lui aussi, bon, ce sont des gens qui se sont remis à travailler tout de suite. Et puis, les chaînes de solidarité évoquées par Dominique continuent. Les deux collectivités majeures, la région, le département, notamment pour les enfants, les mineurs isolés, ce que l'État ne prend pas vraiment en charge. Bref, il y a une chaîne qui continue avec les associations, les collectivités, l'État qui fait son travail. Donc oui, maintenant, il faut faire dans la durée et dans le dur. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Victorin Lurel. Merci à vous, Dominique Théophile. Merci, Guillaume Arnel. Je voudrais simplement, si vous me permettez, 30 secondes très rapidement. Oui. Je ne pourrais quitter ce plateau sans remercier effectivement et rebondir sur ce qu'a dit Théophile et Victorin sur cette élan de solidarité au-delà des frontières caribéennes, mais également au niveau national, puisqu'il y a eu la protection civile du Var, il y a eu Enedis de Paris, et très certainement, nous aurons l'occasion de les en remercier encore. Merci à vous, Guillaume Arnel. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain, 15h.